Salut à tous, bienvenue. Parfois, on a la chance de croiser la route de personnages dont le destin est lié entièrement avec l'histoire d'Israël et du peuple juif. C'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter un personnage haut et en couleur qui s'appelle Yaakov Peretz. J'aimerais mieux dire le lieutenant-colonel Yaakov Peretz. Voilà, Sgan Alouf, comme on dit en hébreu, dans l'armée de l'air. Il a des tas d'histoires à nous raconter. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Yaakov Peretz. Alors, je ne sais pas comment je vais vous appeler, ça va être compliqué. Yankele. Ok, on garde Yankele. Donc, vous êtes un Israélien, clairement, mais pourtant, vous avez fait votre Alia car vous n'êtes pas né ici. J'avais l'âge de 12 ans quand j'ai décidé de faire ma Aliyah. Et le motif de ma Aliyah, c'était de se battre avec les soldats d'Israël à l'âge de 12 ans. Vous habitiez au Maroc? J'habitais à Marrakech, au Maroc. Et par hasard, une cousine à moi qui était une shlicha est arrivée à Marrakech. Elle s'appelle Aimé Lévy. Et elle me dit, Yaakov, viens en Israël. Je lui ai dit, je viens. Et je suis arrivé en Israël. J'ai voulu me battre parmi les soldats, mais j'étais très jeune. Et c'est là que j'étais envoyé dans un kibbutz Yavne. Et j'ai fini mon école supérieure. Ça veut dire l'école... Bagrout, le lycée. De lycée. Donc vous êtes venu tout seul à l'âge de 12 ans, 1951 sans mes parents. Et le pire encore, c'est que ma petite sœur, qui avait à peine 11 ans et demi, une petite fille à l'âge de 11 ans et demi, m'a suivi. Je ne peux pas croire. Et vos parents vous ont laissé? Ils nous ont laissés parce qu'on a voulu. Mais je veux leur donner un crédit. Quand on était en France, de passage en France, on était 6 mois en France, ils sont venus, ils ont essayé de me convaincre de retourner à Marrakech avec des gâteaux que moi j'aimais, mais j'ai décidé de continuer vers l'État. Quand même, ça devait être quelque chose parce que vous avez dû connaître les balbutiements de l'État d'Israël. C'était pas le confort qu'on connaît aujourd'hui. C'était une vie beaucoup plus dure que celle que vous aviez au Maroc. Ouais, c'était pour moi. J'ai passé, je vais vous dire sincèrement, ma Aliyah, c'était un exemple de succès de la Aliyah pour tous les Nord-Africains. D'abord, je suis parmi les Nord-Africains qui sont les premiers, je parle de 1951, avec l'Aliyat noire. Et heureusement, j'ai fait un parcours que dès que j'ai fini mon lycée, mes parents sont arrivés en Israël après 6 ans. Et puis, je suis rentré à l'armée. J'ai fait toute ma carrière militaire de simple soldat jusqu'à grade de lieutenant-colonel. Donc et je vais vous dire, deux falafels, comme on dit deux falafels en hébreu. Et je vais vous dire que ce n'était pas facile. C'était pas comme aujourd'hui avec l'Internet que tu sais tout ce que tu vas passer. Mais grâce à Dieu et Bezrat Hashem, avec le vouloir et le pouvoir. Avec la volonté, vous avez volonté. réussi. Et c'est là le message que je donne à tous les jeunes, les Olim Hadashim français. Je vous dis, quand il y a une volonté, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez. Alors, vous avez fait une armée très longue, on va dire un service très long. Vous avez travaillé... 21 ans, j'étais en Tzva Keva, ça veut dire de service militaire. J'étais pendant 16 ans dans l'armée de l'air et les 6 dernières années, j'étais le chef éducateur de l'armée d'Israël au Pikoud Merkaz, au centre d'Israël. Donc Pikoud Merkaz, malheureusement, c'est un nom qu'on connaît bien en ce moment, qu'on entend entre Pikoud Aoref aussi, la défense du centre d'Israël. Voilà, du centre et le reste. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je suis obligée de vous poser cette question parce que c'est vrai qu'on a, en quelques jours, là, on a pris 450 roquettes sur Israël. Je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde qui a une patience comme ce que nous avons, nous les Israéliens. C'est nous qui avons créé l'identité qui s'appelle les Palestiniens, l'État qui disent qu'il y a un État palestinien, qu'ils ont un président, un premier ministre et ils n'ont pas un État. Mais nous avons voulu vivre ensemble, sachant qu'ils sont ici et qu'on ne peut pas les renvoyer. Et nous avons décidé de vivre ensemble. Malheureusement, l'État d'Israël, d'après le savoir que j'ai, et croyez-moi que je sais beaucoup, l'État d'Israël était prêt à faire beaucoup afin que les Palestiniens vivent ensemble et en paix avec nous. Malheureusement, malgré toutes les espérances, il n'y a pas un vrai partenaire avec qui on peut signer un accord. Et la preuve, regardez, il y avait Arafat,
il y avait Abou Abbas, il y avait maintenant Haniyeh. Avec tout le monde, on a essayé de signer des papiers. Il y a un ami qui m'a dit, un ami arabe que j'ai connu, me dit, écoutez, colonel, tous les papiers que vous signez, tous les accords que vous signez, ça ne vaut pas, même pas le papier qui s'est écrit sur. Et la preuve, c'est ce matin, il y avait un accord qu'à 5h30, il y aura un cessez-le-feu. À 6h, il y a eu des roquettes. À 7h30, il y a eu des roquettes. Et à 10h, il y a eu des roquettes après qu'un accord a été fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pourtant, on sent que ce pessimisme a été rompu par beaucoup d'expériences parce que vous avez été, vous nous l'avez dit, le chef éducateur du centre de l'armée d'Israël, mais vous avez été aussi à l'initiative de la création de l'université de Birzeit. C'est pas que l'université existait, mais elle était fermée. Elle était fermée. Mais voilà, nous, à le Pikoud Merkaz, il y a eu un débat et l'idée était de la rouvrir. Et l'idée était que nous allons éduquer la nouvelle génération des jeunes palestiniens à être éduqués basés sur l'éducation européenne, occidentale, donc une éducation éclairée, tolérante. Voilà, et tolérance et amitié, et puis comprendre qu'on peut vivre ensemble. Malheureusement, je suis tellement déçu que tous ces personnes qui étudient aujourd'hui à Birzeit et qui ont fini déjà les études sont devenus les dirigeants les plus extrémistes qu'on connaît. À quoi c'est dû puisque à l'éducation. Leurs enseignants, c'était... Leurs enseignants. C'est ça le malheur. Vous savez comment on enseigne des enfants aujourd'hui dans la Akita Aleph à Gaza. Un soldat mort et un autre soldat mort, c'est 2 soldats morts. L'éducation. Je ne veux pas vous raconter des choses que je sais. Je vais vous raconter quelque chose, ok? Il y a une vidéo où c'est qu'on montre une jeune fille de l'âge de 8 ans en plein de toute une classe. Elle prend un cœur d'une vache sanglotée. Elle mord le cœur et elle dit « Mon rêve est de tuer un soldat et de manger son cœur ». Ça devant des enfants à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et moi, et nous, quand on fait l'éducation de nos enfants, on leur apprend des chants de paix. Nous devons être tolérants. Nous devons savoir comment avoir une solidarité. Alors, il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'on a 2 conceptions du monde qui s'opposent. Et donc, alors, on se rejoindra jamais. Vous savez, j'étais un chaliar au Canada. J'étais le chaliar du Keren Kayemet en 1978 quand j'ai fini mon service militaire. J'étais interviewé par la télévision et ils m'ont dit « Quel est votre rêve au sujet de la situation de l'État d'Israël ?» J'ai dit « Mon rêve, c'est qu'un jour, mes petits-enfants n'iront pas à l'armée et qu'il y aura une paix, une vraie paix au Moyen-Orient. » Eh bien, je vais vous dire une seule chose, mes chers amis. Malheureusement, je ne crois pas que les petits-enfants de mes petits-enfants auront une paix dans ce pays. Que je ne crois pas. C'est pas parce que l'État d'Israël ne veut pas. C'est pas parce que demandez 80% des citoyens d'État d'Israël, je ne veux pas dire 100%, 80% veulent vivre en paix avec les Palestiniens. Ce n'est pas le même ratio de l'autre côté. De l'autre côté, c'est à l'envers. 20 veulent détruire. 80 veulent détruire. Je crois que c'est toujours valable C'est toujours valable. Aujourd'hui, c'est valable. Ouais. Aujourd'hui. Et j'ai peur que ça prendra 2 générations seulement quand l'éducation dans les écoles des Palestiniens changera le concept de paix. Ils accepteront que l'État d'Israël existe, qu'il y aura une paix, une paix sérieuse. C'est là qu'il y aura un changement. Alors, on comprend votre émotion et on comprend votre découragement. Enfin, j'espère que... Non, je ne suis pas découragé. Il faut toujours être optimiste. Vous savez, malgré tout ce que vous êtes en train de nous dire, vous avez un petit peu... Je suis toujours... J'espère, j'espère. Nous sommes prêts à faire des concessions très, très sérieuses. Nous sommes prêts à les aider. On est prêts à les développer. Mais on doit garder notre sécurité. Vous savez, on parle de Rabin, qu'il est le Rabin, la paix, la paix, la paix.
sécurité. N'oubliez pas aussi que Rabin était Monsieur Sécurité. Bien sûr. Monsieur Sécurité était Rabin. Il a dit, nous devons garder ce pays pour l'État d'Israël. Et je vais vous dire encore une seule chose, c'est le seul pays que nous avons pour le peuple juif. On n'en a pas d'autre. On n'a pas un autre. Alors justement, vous avez été confronté à cette vision qu'ont aussi les nations de l'État d'Israël, parce qu'il y a les Palestiniens, il y a les Arabes qui veulent parfois, certains, nous détruire. Mais il y a aussi bien sûr, les nations qui n'arrivent pas très bien à comprendre ce qui se joue ici. Et je suis obligée de rappeler cet épisode de votre carrière. Vous avez été le porte-parole de l'armée au Liban. Alors là, ça n'a pas dû être facile En 1982. Juste après le massacre de Sabra et Shatila. Alors, et c'est vous qui avez été en contact avec le Tom Friedman, le journaliste du New York Times, c'est moi. Qui lui avait expliqué la situation. Ouais, il retournait du camp de Sabra et Shatila. Il avait pris des photos où c'est qu'il y avait les tracteurs qui ont couvert les cadavres. Il avait beaucoup de photos et il a trouvé bien sûr des armes israéliennes. Il a trouvé parce que à ce temps-là, l'État d'Israël, maintenant on peut parler de ça, ouais, c'est connu. Les phalangistes étaient partenaires à l'État d'Israël et c'est malheureusement... L'État d'Israël fournissait les armes. Alors lui, il est venu, il m'a dit, tu sais, j'ai vu des soldats israéliens avec des habits, avec des uniformes israéliens. Je lui ai dit, oui, tu as raison, mais ce n'est pas nous. Alors il me dit, alors qui c'est? À ce temps-là, je ne pouvais pas dire que c'était des phalangistes. Il n'a pas voulu me croire. Et il a commencé, il a dit, comment vous, les Israéliens? Il a pleuré. C'est pas une erreur, justement, dans la communication de l'armée, de ne pas dire les choses. C'est pas, ça nous a coûté très cher. Je crois qu'aujourd'hui... Avec le recul, parfois il faut dire la vérité. Le recul, il fallait dire la vérité. Parce que, malheureusement, il a annoncé que c'était les Israéliens. Et c'est parti, ça y est. Dans le monde entier. Et personne aujourd'hui, après, quand on dit la vérité, quand on a dit la vérité, c'était trop tard. Vous ne pensez pas que c'est là que la guerre de la communication par rapport à l'histoire qu'on raconte entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est là que les Palestiniens ont gagné la guerre de la communication? Écoutez, c'est à ce moment-là? C'est pas à ce moment-là, mais c'est le problème de l'État d'Israël, c'est la communication internationale. Nous avons un grand problème, mais moi, je comprends la situation. Je vais vous expliquer aussi, parce que on m'a demandé cette question quand j'étais, pourquoi qu'on n'explique pas à tout le monde? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde, il y a 10 ans, nous sommes le seul pays. Nous avons un ambassadeur à Paris, nous avons... de l'autre côté, il y a 25 ambassadeurs des pays ennemis qui sont des ennemis d'Israël. Donc forcément, c'est leur voix qui est plus importante que la nôtre. Qu'on entend le plus. Et à part ça, je peux vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais à Marseille avec Zvi Amar, le président de la communauté, nous avons décidé d'emmener en Israël 25 journalistes français pour leur montrer ce qui se passe en Israël. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. On a apporté, Sharon était le premier ministre et on les a emmenés à Jéricho. Et le même jour qu'on était là-bas, dans le jour qu'on était à Jéricho, il y avait l'histoire de Shalhevet. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez de bien ça? Sûr. La petite fille qui a été tirée dans les mains de sa mère par un sniper. Un sniper. Eh bien, quand nous sommes retournés, j'ai demandé au porte-parole du gouvernement de préparer des dossiers pour tous les journalistes. Tous les journalistes ont entendu l'histoire du Premier ministre. Ils ont vu des photos. On leur a préparé tout. Tous les journalistes ont dit, vous savez, c'est incroyable. Maintenant, nous comprenons. Demain, ça sera dans première page dans les journaux en France. Eh bien, ma chère. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans la page 8, il y avait un petit paragraphe. Une petite fillette a été tirée par genre. Vous croyez que cette guerre-là, on peut la gagner? Vous croyez qu'on peut la gagner un jour, cette guerre de... Je ne sais. Nous sommes... Vous savez, nous avons un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Nous sommes Ha'am Hanifrar. Nous sommes le peuple élu. Ouais. Nous sommes le peuple élu. Et quand on est élu, il y a beaucoup d'ennemis. Ok. Alors, je sais que vous avez une carrière immense, vous avez fait des tas de choses, vous avez aidé beaucoup de gens, vous avez
fait beaucoup dans l'associatif aussi, qui est très important en Israël. Certains le savent peut-être. Vous avez été à l'origine avec Benny Boré, avec Henri Boré, le père de Benny Boré, à l'origine de la création du Keren Or. Ouais. Association pour le bien-être des soldats. Et avec d'autres aussi, avec Maurice Janinge, avec Maxi Librati, et beaucoup d'autres aussi. Vous avez créé plus de 13 projets en Israël pour les soldats. Grâce au Keren Or, le Tzahal, qui a été fondé par des gens qui avaient un cœur d'or et d'amour vers Israël et vers l'armée d'Israël, nous avons fait 13 projets pour les soldats, parmi eux des piscines, des centres de sport, des centres de logement. Et un des projets dont je suis fier que moi j'ai initié et dirigé et réalisé, c'était les illuminations des murailles de Jérusalem. C'est la belle photo qu'on voit derrière vous. Le 26 juin 1996, 30 ans pour la réunification de Jérusalem et 3000 ans de Jérusalem historique Ir David. Nous avons fait un événement avec Charles Aznavour, Michel Legrand, l'Orchestre Jérusalem, Yoram Gaon, la mère de Ron Arad, qui a écrit un poème formidable avec des enfants. Je peux parler de cet événement et avec 300 chauffards. C'est ce que vous préférez dans tout ce que vous avez fait, c'est une des choses qui vous reste, qui vous a vraiment marqué? C'est un événement historique parce que c'est Jérusalem, la capitale éternelle de notre État d'Israël. Et c'est là dont je suis fier. Mais le punch point de cet événement qui a réussi, nous avons fait 40 000 roquettes, 30 tonnes de feux d'artifice. D'accord, c'est pas des roquettes. Pas des roquettes, des feux d'artifice qui ont illuminé toutes les villes, toutes les murailles d'une façon formidable. Et bien, à la fin, nous avons $1 million. Et avec ce $1 million, nous avons construit avec le Keren Sortez. à Yerouham, pour 2 bases militaires de Tzanchanim, nous avons bâti 2 bâtiments de logement que jusqu'aujourd'hui, ces soldats, ils habitent là-bas. Ouais, c'est extraordinaire. Et c'est des choses que je dis que nous avons fait et je suis fier d'être parmi les réalisateurs de toutes ces actions. Ces réalisations. Ouais. Qu'est-ce qu'il penserait le petit Yankele le petit Yankele qui avait 12 ans quand il est arrivé en Israël? Si vous voyez maintenant, il vous dirait quoi? Le Yankele qui avait 12 ans a dit c'est la meilleure décision qu'il a fait dans sa vie d'arriver en Israël. Ouais. Vous avez la vie que vous avez rêvé d'avoir. Je suis tellement heureux d'être un citoyen et je me sens comme un des piliers de l'État d'Israël, un petit pilier. Écoutez, je suis un petit pilier, mais je suis fier d'appartenir à ce peuple et à cet État. Alors, juste pour terminer, j'aimerais dire un petit mot de vos actions associatives, parce que on peut pas résumer une vie comme ça, mais nous, on aime bien le partage comme ça d'aventures, d'expériences. Vous êtes un membre actif du Jaffa Institute. Peut-être que nos amis qui nous écoutent, ils nous regardent, ne connaissent pas. Vous aidez 4500 enfants nécessiteux dans le besoin, et vous organisez pour ça une grande soirée prochaine. Voilà. Le 20 janvier 2020 à l'avenue, la salle Avenue à Airport City. Alors on parle toujours de Tel Aviv et du Gush Dan comme une région super privilégiée, etc., etc. Pourtant, vous ne vous occupez que des enfants qui habitent justement dans cette région. Exactement. Il y a beaucoup d'enfants juifs, arabes et chrétiens. Oui, vous occupez de tout le monde. De tout le monde. Et nous occupons aussi des enfants arabes, dont je suis fier, en tant que colonel qui a fait des guerres, 5 guerres, et voilà qui aide des enfants arabes à s'instruire, à être des bons citoyens de l'État d'Israël. Et nous avons un succès incomparable. Et nous avons aussi une yeshiva tichonit à Beth Shemesh, et nous avons un centre pour des jeunes filles qui s'appelle Bet Ruth à Afula, où c'est que on s'occupe des filles qui ont souffert dans leur vie. On les aide. Abusées sexuellement dans leur famille. Dans leur famille. Donc vous les retirez, elles sont retirées de leur famille pour être chez nous. Et c'est un centre, il faut visiter. Je vous invite, les auditeurs, si vous êtes intéressés, lors de votre prochain voyage en Israël, je suis prêt à vous organiser une visite dans un de nos centres. Et vous verrez de première
personnellement ce que nous faisons. Et je crois que de donner, de faire pour une autre personne, c'est une des brachot que le bon Dieu nous a donné. Celui qui aide une autre personne reçoit d'autre côté une bracha qui ne sera inoubliable. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que c'est un peu ce dont on s'occupe ici quotidiennement. Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël a raté son rendez-vous avec l'Aliyah de France? Est-ce que vous pensez que avec l'Aliyah de France, parce que l'Aliyah de France n'est plus aussi importante que certaines années? L'Aliyah de France va continuer et continuera à petites gouttes parce que c'est pas facile d'immigrer. Et vous surtout avec le luxe que vous avez. Alors justement, France. Vous pensez que la politique concernant l'Aliyah de France, la façon dont le public francophone est appréhendé... Sortez. D'abord, s'il y a des choses à changer, à rectifier, je suis toujours pour arranger et rectifier. Mais je vais vous dire une seule chose. Sortez, respirez, c'est le quality. Aujourd'hui, c'est une Sortez, respirez. Croyez-moi. Ça veut dire chacun veut habiter au Pinat Dizengoff, Arlozorov. Okay. Ils veulent au bord de la mer. Ils veulent chose. Je vous conseille de commencer avec votre aliyah, d'aller vers Ramat Gan, d'aller vers d'autres villes au centre d'État d'Israël. On est patient après on sera pas de la mer. Avancez petit à petit. N'achetez pas des maisons à 8 millions et 9 millions de shekels ou d'euros. Peu importe, mais commencez petit à petit. Et je vous dis qu'il y a par exemple, Rosh Ha'ain, par exemple, Rishon LeZion. C'est pas là, il faut pas être seulement au bord de la mer. Et le bord de la mer, en Israël, il est très, très proche. La largeur de notre petit État est moins de 60 km. Alors, 60 km pour vous, les Français, c'est rien du tout. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour finir, pour résumer un peu Je vais vous dire, les chers amis, chers auditeurs français, je suis fier d'être un chaliach à Paris pour les amis. Il a cartonné, c'est sûr. Il a cartonné, c'est ce qu'on entend, pendant qu'on parle. Mon ami Steven, si vous voulez, c'est qu'il a voulu la faire dans l'ombre. C'est la première fois qu'il met pas de son nom sur une chanson. Des tzabas, faites les débats. Ok, on va finir comme ça. On était vraiment super contents de vous accueillir. C'est un honneur pour nous, voilà, parce que vous avez une vie dense, riche. On n'en a pas fait le tour. Je crois qu'on a juste effleuré, mais c'est vrai qu'elle était très liée avec le destin d'Israël. Merci beaucoup. Et je finis avec toujours une seule phrase. Am Israël Chai. Alors, Am Israël Chai, merci beaucoup. À très bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.